Salut tout le monde, je m'appelle Rafa Levy, je suis architecte de solutions senior ici chez Bright Data et aujourd'hui, avec moi, nous avons Ariel Ventura qui est responsable de compte technique. Aujourd'hui, nous allons parler des données de voyage ou pour être plus précis, la manière de faire évoluer votre collecte de données, spécifiquement dans l'industrie du voyage. Ariel travaille avec de nombreux clients qui collectent des données de voyage, donc son avis va être très précieux pour ça. Webinaire et j'espère vraiment que vous allez l'apprécier. Alors, Ariel, commençons, passons à la diapositive suivante. Donc, les gars, juste pour avoir une compréhension de base de ce qui est nécessaire quand on parle de collecte de données de voyage, évidemment, on parle de beaucoup de euh, sources de données différentes, n'est-ce pas? On a, je ne sais pas, différents hôtels, on a différents agrégateurs comme Skyscanner, donc on parle de plein de sources différentes, on parle de différents systèmes anti-bots, on parle de beaucoup de choses qui vont vous empêcher de collecter les données. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va discuter de certaines solutions que vous pouvez mettre en place pour rendre ce travail plus facile, n'est-ce pas? Donc, évidemment, avec différentes sources de données, on parle des algorithmes de tarification dynamique. Vous devez être à jour, vous devez être conscient des choses qui changent, donc vous devez constamment scraper les données, vous devez imiter l'utilisateur. Et évidemment, si vous êtes capable de collecter toutes ces données, cela va certainement améliorer votre façon de fonctionner, surtout si vous voulez être compétitif en termes de prix dans cette industrie. Il est très important de savoir ce que font vos concurrents. Et Ariel, je veux te poser quelques questions. Comme quelle est ton opinion? Tu es constamment confronté à ces problèmes, n'est-ce pas? Tu vois la lutte constante des clients qui se font bloquer? Parle-moi un peu de ton expérience avec les différentes sources. Qu'est-ce que tu observes? Dans cette industrie, quels sont les domaines problématiques? Ouais, donc les principaux domaines problématiques, c'est en fait d'obtenir les données parce que la plupart de ces domaines, BDET, Skyscanner, Kayak, Booking, etc., ont des mécanismes de blocage très complexes conçus pour détecter et Destiné à détecter les bots et à les bloquer. Donc un vrai problème ici, c'est le fait que vous vous faites bloquer, vous rencontrez des défis de CAPTCHA quand vous essayez d'obtenir les données de votre source de données, n'est-ce pas? C'est l'un des plus grands et des plus difficiles secteurs pour collecter des données. Parce que les gars, ces entreprises ne veulent vraiment pas que leurs données publiques soient collectées, donc elles investissent beaucoup d'argent dans les systèmes anti-bots. Passons à autre chose. Donc, voilà à quoi ressemble généralement le pipeline de scrapping, n'est-ce pas? Vous devez développer un scraper, évidemment. Vous avez donc besoin d'un type de service de déblocage. De nos jours, avoir juste scrapper ne suffit pas. Vous devez vous assurer que le scrapper contourne effectivement le système de détection de bots. Ensuite, vous devez évidemment collecter et analyser les données. Et ensuite, vous devez faire une sorte d'apprentissage automatique, l'injecter dans vos modèles, peu importe ce que vous faites avec les données. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire de nos jours, vous savez, l'apprentissage automatique et tout ça, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à cette étape. Et si nous passons à la diapositive suivante, nous pouvons voir que le déblocage est en fait la partie la plus difficile, n'est-ce pas? Comme Ariel l'a mentionné, c'est là que le blocage intervient. Vous êtes tous familiers avec ces erreurs 400, 500, vous essayez de naviguer, boum, vous êtes bloqué, vous êtes bloqué. D'accord. Vous réussissez à faire fonctionner ça à petite échelle, vous augmentez l'échelle et tout se fait bloquer. Donc, en général, ce que nous voulons discuter dans ce webinaire, c'est comment pouvons-nous nous débarrasser de ces blocages? Quelles sont les solutions qui existent? Quelles sont les meilleures pratiques? Et si nous passons à la diapositive suivante, nous allons pouvoir voir que si vous êtes hors ligne, par exemple, je ne sais pas, disons qu'en ce moment, nous avons beaucoup de vacances qui arrivent, n'est-ce pas? Donc, disons que vous vendez des billets et je ne sais pas, vous vous déconnectez et tout d'un coup, vous ne voyez plus vraiment la situation. Vous ne voyez pas ce qui se passe, qui change ses prix, vous êtes dans le flou. Très probablement, vous ne serez pas compétitif en termes de prix. Donc, tout d'un coup, au lieu d'être dans le top 10 ou le top 5, vous vous retrouvez quelque part sur la deuxième ou troisième page et les gens n'achètent pas vos billets. Cela signifie que chaque minute où vous êtes hors ligne et que vous ne collectez pas, vous perdez de l'argent. Donc, dans ce graphique, vous pouvez voir que le temps de récupération lorsque vos scrapers tombent en panne va être très coûteux. Plus cela prend de temps, plus vous allez perdre d'argent parce que, eh bien, vous ne réalisez aucune vente. Alors,
Passons à la diapositive suivante, Ariel. Donc, je vais laisser Ariel parler un peu maintenant parce que je veux que vous entendiez son expertise. Alors, Ariel, que devrions-nous faire alors, n'est-ce pas? Alors, quelle est la solution ici? Ouais, donc, pour réussir à scraper sans interruption quand on parle de plus grandes échelles, on doit se pencher sur deux composants principaux. La première serait de développer votre propre infrastructure de déblocage en interne, et la deuxième serait d'utiliser l'informatique en nuage. Pour parler un peu de l'aspect de l'informatique en nuage, donc un navigateur hébergé dans le cloud est tout simplement plus efficace que de rester avec un navigateur local ou un navigateur hébergé sur un serveur. Un navigateur hébergé sur un serveur aura besoin d'un entretien constant. Cette maintenance devra être effectuée par quelqu'un de votre équipe. Cela signifie que vous devez allouer des ressources pour le maintenir au lieu de vous concentrer sur vos tâches principales. Avec l'informatique en nuage, tout est fait et géré par le fournisseur de services. Parlons un peu de l'infrastructure du mécanisme de déblocage. Comme Rafa l'a mentionné plus tôt dans ce webinaire, ces domaines sont très difficiles. Ils changent et modifient constamment leur mécanisme de blocage. Donc, ce que cela signifie, c'est que si une organisation veut développer un mécanisme de déblocage en interne, elle devra y consacrer une équipe qui sera constamment en alerte, parce que, comme mentionné, ce domaine change constamment. De leur côté, donc le déblocage, en tant que terme de ce côté, de cette manière, est plus un processus constant et continu plutôt qu'une solution ponctuelle. D'accord? Donc, en gros, juste vous, je veux aborder ce sujet. Les gars, on parle d'entreprises, des entreprises de plusieurs millions de dollars qui créent ces systèmes de détection de bots, n'est-ce pas? Donc, vous devez littéralement avoir une équipe qui va un peu les combattre. C'est un peu comme, vous savez, c'est eux contre votre équipe. Parce qu'ils bloquent, vous débloquez. Donc, à moins que vous n'ayez une équipe de 5 à 10 personnes, ils vont gagner parce que leur équipe compte au moins 50 à 100 personnes qui travaillent littéralement contre vous. Donc, exactement. Ouais, continuons. Alors, parle-nous un peu des services de déblocage, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui entre dans le déblocage. Bien donc, si on va décomposer le déblocage en différents services, on peut essentiellement le diviser en 3 étapes distinctes. Donc la première serait de gérer les en-têtes de requêtes. Nous devons nous assurer que les en-têtes qui sont envoyées correspondent à ceux tendus par l'hôte, ce qui est la partie démontrée par les 4 petits carrés. Nous devons également sélectionner la bonne adresse IP. Certains domaines sont plus sensibles à la géolocalisation de l'adresse IP d'où la requête a été envoyée. Cela pourrait être sensible à un système d'exploitation spécifique, donc le pair doit correspondre. Vous devez également mettre en place un système de réessai automatique en interne. Rotation des adresses IP, toutes ces choses prennent du temps de votre côté. Et enfin, le plus complexe serait de résoudre les CAPTCHA. Résoudre les CAPTCHA est considéré comme la partie la plus complexe et la plus coûteuse de tout ce processus. Il est important de savoir que le CAPTCHA peut apparaître soit parce que vous n'avez pas, les premières étapes du processus étaient incorrectes. Par exemple, vous définissez des en-têtes de requêtes qui ne correspondent pas à ce que l'autre s'attend à recevoir. Ensuite, il présentera un CAPTCHA, mais cela peut aussi être un CAPTCHA codé en dur. Donc, par exemple, un domaine peut avoir ce CAPTCHA par défaut, qui n'est pas lié à votre en-tête de requête. Donc, il est important. Notez que le symbole CAPTCHA peut apparaître n'importe où dans ce processus. D'accord? Alors, et j'ai un bon dicton, d'accord. Donc la meilleure façon de résoudre un CAPTCHA, c'est de ne pas l'avoir en premier lieu, n'est-ce pas? Ouais. L'idée ici, c'est que si vous faites tout, je veux dire, on parle de domaines qui sont pas constamment comme ça, n'est-ce pas? Le CAPTCHA n'est pas obligatoire, n'est-ce pas? Bien sûr, si un CAPTCHA est indispensable, vous ne pouvez rien faire d'autre, mais le mieux c'est, si tu obtiens tous les en-têtes, les cookies, un agent utilisateur, la géolocalisation correcte et tout ça, et que le serveur va voir que tu as l'air d'un vrai humain. Ne pas se faire capturer, c'est probablement la meilleure chose que nous puissions faire. Et continuons donc en gros. Concentrons-nous sur les premières étapes parce que l'idée ici, c'est de voir ce qui entre dans tout ça. Si tu veux le faire toi-même, à quoi cela ressemblerait? Ouais, donc ici, nous avons mis en avant les premières étapes, qui tournent principalement autour des en-têtes de requêtes.
Et dans la diapositive suivante, comme l'a mentionné Rafa, la meilleure façon de résoudre un CAPTCHA, c'est de l'éviter complètement. Donc, définir correctement les entêtes de requête attendues pourrait t'aider à éviter le CAPTCHA. Et dans la diapositive suivante, comme Rafa l'a mentionné, la meilleure façon de résoudre le CAPTCHA est de l'éviter complètement. Donc, définir correctement les entêtes de requête attendues pourrait t'aider à éviter le CAPTCHA. Maintenant, dans la diapositive suivante, nous allons voir les entêtes de requête, le grand nombre d'entêtes de requête et de cookies nécessaires pour débloquer des domaines comme Skyscanner. Chaque cookie et chaque entête ont leur propre valeur unique. Désormais, sur certains cookies et entêtes, vous pourrez peut-être simplement générer une chaîne aléatoire. En général, ça serait dans un format spécifique, mais la chaîne elle-même peut être aléatoire. Tu peux t'en sortir comme ça. Donc, il y a certains en-têtes et cookies de ce type, mais certains en-têtes et cookies, le domaine s'attend à recevoir une valeur authentique. Par exemple, ce serait un en-tête comme l'agent utilisateur que le domaine s'attend généralement à recevoir avec une valeur spécifique. Les cookies liés au CAPTCHA, tous ces cookies liés à PX, tous ces cookies liés à PX sont en rapport avec le CAPTCHA. Donc, par exemple, ce serait un en-tête comme l'agent utilisateur que le domaine s'attend généralement à recevoir avec une valeur spécifique. Les cookies liés au CAPTCHA, tous ces cookies liés à PX, tous ces cookies liés à PX sont en rapport avec le CAPTCHA et le domaine s'attend à recevoir leur valeur authentique afin que tu puisses éviter le CAPTCHA et éviter d'être bloqué. Je veux juste intervenir là-dessus. Si vous pouvez revenir à la diapositive précédente, les gars, si vous regardez ça, c'est le bazar, non? Donc, pour y voir clair, vous avez besoin de développeurs, vous avez besoin d'aide. Et oui, bien sûr, vous pouvez avoir une équipe qui va s'occuper de ça, qui va comprendre tout ça et s'assurer que ça correspond aux besoins du site web. Mais pourquoi faire ça en fait? Donc, ouais, quelles sont les autres options à part essayer de tout comprendre et de donner un sens à tout ça? Et en fait, vous savez, passer des jours, des semaines là-dessus, quelle est la solution? Ouais, donc comme l'a mentionné Rafa, comprendre cette partie serait très très exigeant en ressources et nécessiterait beaucoup de main-d'œuvre. Donc, la solution proposée serait d'utiliser un navigateur hébergé dans le cloud qui est entièrement géré par un fournisseur. Cela éliminera le besoin pour vous de contrôler et de maintenir des serveurs, réduisant ainsi les coûts. Si vous le rendez plus rentable, si tu délègues la maintenance, ton équipe, disons une équipe de 5 à 10 personnes, comme l'a mentionné Rafa précédemment, peut se concentrer sur les tâches essentielles de ton entreprise et éviter d'avoir à maintenir un serveur ou quoi que ce soit d'autre. Très bien, super. Alors, encore une fois, présentons un produit que Bright Data a maintenant. Ce produit, on l'appelle un navigateur de scrapping. C'est un navigateur à distance qui fonctionne via un WebSocket sur le serveur distant. Donc, en gros, ça élimine tout besoin de maintenance, tout besoin d'infrastructure. Et je veux vraiment parler un peu des démos qu'on va avoir, qu'on veut vous montrer, que ce produit fonctionne vraiment dès la sortie de la boîte. Donc, si tu es dans la collecte de données de voyage, je crois que ce produit pourrait être une solution incroyable parce qu'il va enlever le besoin de développeurs, il va enlever le besoin d'infrastructure. Donc, ça va généralement faire économiser beaucoup d'argent à nos clients. Alors, Ariel, dis-nous un peu ce qu'on est en train de regarder. Comment ça fonctionne? Exactement. Donc, ce qu'on regarde, c'est un aperçu de base de l'infrastructure du navigateur de scrapping. Donc, le navigateur de scrapping, c'est essentiellement un navigateur basé sur le cloud qui est intégré à l'aide d'une bibliothèque d'automatisation comme Puppeteer, Playwright, Selenium, etc. Ça se connecte via des WebSockets. Maintenant, en fonction de l'autre cible, il va effectuer les tâches nécessaires pour débloquer, comme définir les entêtes de requêtes appropriées en ajustant les paramètres de paire dont nous avons parlé précédemment, en sélectionnant la bonne géolocalisation, en choisissant le bon système d'exploitation, en réessayant en cas d'erreur que nous pourrions définir en effectuant une navigation précédente à la demande et même en résolvant le CAPTCHA si nécessaire. Alors, dans la diapositive suivante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer une démo qui démontre la différence entre l'utilisation de notre solution de navigateur de scrapping et le fait de ne pas l'utiliser. Donc, on va commencer par montrer à quoi ça ressemblerait quand tu n'utilises pas le navigateur de scrapping. Donc, c'est un script basique. On veut juste naviguer sur Skyscanner. On essaie de lui donner les meilleures chances de réussir. En coulisses, on a configuré la
géolocalisation du pair pour qu'elle soit aux États-Unis, ce qui serait le pays attendu par Skyscanner. On a aussi utilisé des proxys résidentiels qui sont largement considérés comme les plus fiables. Maintenant, on veut souligner le fait que définir la géolocalisation du pair et utiliser le meilleur proxy ne t'aide pas toujours. Parce que, comme tu peux le voir, on va juste le lancer. L'instance du navigateur local est lancée. Skyscanner est en train de charger et c'est chargé, mais on se retrouve immédiatement avec un CAPTCHA. Alors, comme on l'a mentionné précédemment, il y a des mécanismes de blocage complexes mis en place contre Skyscanner. Donc, ce cas, c'était Ce bot a en fait été classé comme un bot et on a eu un CAPTCHA. Ce qu'on veut montrer, je veux juste intervenir les gars, juste pour que vous compreniez, le CAPTCHA, ce n'est pas toujours résoudre des images et faire des correspondances. Parfois, le CAPTCHA, c'est juste appuyer et maintenir le bouton, et ces trucs-là ne sont pas faciles à résoudre. Donc encore une fois, sur des sites comme ça, la meilleure approche, c'est de ne pas avoir de CAPTCHA. D'accord. Désolé d'avoir interrompu. Vas-y. bien sûr, c'était une excellente remarque. Maintenant, je veux vous montrer ce qui va se passer si on le lance juste en utilisant notre solution de navigateur de scrapping. Juste un aperçu rapide du script. Il contient un peu plus d'interactions que le précédent, mais c'est juste parce que le navigateur de scrapping est le seul capable de ces interactions. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste chercher Los Angeles comme notre destination, on va définir les dates, et on veut juste montrer quelques exemples basiques, et le fait même que le déverrouilleur web n'est pas bloqué par ça. Donc, on va juste le lancer. Le navigateur est en vert sur le cloud en ce moment. On peut en fait voir le code en vert et les interactions qu'on a définies se passent en direct en utilisant un CDN. Ça va charger, tu sais, on regarde en ce moment sur le serveur, on regarde le navigateur, l'automatisation, ce qui se passe, exactement de la même manière que si tu le lançais localement, mais là, tu te connectes au serveur. Et comme tu peux le voir, exactement ce qu'Ariel a dit, il y a des entrées qui se passent. Alors, voyons voir, voyons voir. Ariel continue. Donc ici, ce qu'on voulait souligner, c'est le fait que cette détection de bot détecte des irrégularités. Les mouvements de la souris et dans les interactions, on veut montrer autant d'interactions que possible. Et faisons court et précis, parce que c'est une démo après tout. Donc, vous pouvez le voir, la destination est déjà sélectionnée. Il est maintenant en train de sélectionner les dates. Comme vous l'avez vu précédemment, le scraper que nous avons utilisé, qui n'utilise pas Scraping Browser, a été bloqué il y a longtemps et n'a même pas pu accéder à ces interactions. Donc, on va maintenant effectuer la recherche et on devrait obtenir les prix. Dans un petit moment. Ouais, donc, l'a eu. Tout a été chargé, on n'a pas été bloqué. Donc, à partir de ce moment, les gars, vous pouvez juste prendre les données, les analyser et passer à l'étape suivante de votre processus. Ouais, pour ceux qui ont déjà essayé de créer un scraper pour, je ne sais pas, Skyscanner par exemple. Je veux dire, si vous arrivez à cette étape et que vous avez déjà les prix et les vols, je veux dire, c'est bon, non, c'est la partie la plus difficile parce qu'en général, à ce stade, c'est là que vous êtes. Avant ça, vous êtes généralement bloqué. Si vous êtes arrivé à cette étape, mais ça veut dire que vous êtes bon pour y aller. Alors, juste, pour vous expliquer rapidement, les gars, quelle est la différence, d'accord? C'est difficile d'intégrer le navigateur Scrapium dans votre code. C'est littéralement une ligne de code. Ce qu'on regarde en ce moment, c'est comment l'implémenter dans Puppeteer. Donc, si vous lancez Puppeteer Launch, d'accord, ça veut dire que vous l'exécutez localement. D'habitude, vous spécifiez vous savez, le chemin vers votre Chrome Exo. Mais dans ce cas, il suffit de passer à Puppeteer Connect et de connecter le WebSocket au WebSocket de Bright Data et vous l'exécutez déjà à distance. Donc, si vous avez déjà un code qui est développé, mais qui a un faible taux de réussite, un taux de blocage élevé, un taux de capture élevé, tout ce que vous avez littéralement à faire, c'est de créer une zone dans Bright Data, de passer le code de Puppeteer Launch à Puppeteer Connect, et c'est bon, vous êtes prêt à partir. Et aussi, juste pour que vous sachiez que c'est retourner à une diapositive juste pour que vous compreniez, ce n'est pas seulement pour Puppeteer, c'est aussi pour Playwright et Selenium. C'est aussi une ou deux lignes de code. C'est pas si difficile. Vous n'avez pas besoin de réécrire tout votre code. Implémentez-le, lancez-le. Personnellement, je développe des scrapers de temps en temps.
Et je peux vous dire que ça enlève toutes les frustrations de se faire bloquer. Ça fonctionne tout simplement. Et je recommande tout le monde qui écoute d'essayer. Ouvrez un compte. Nous proposons des démos. Essayez-le. Ça fonctionne vraiment. Salut. Et bien sûr, n'est-ce pas? Donc, en plus de ne pas obtenir un CAPTCHA, si vous en obtenez un, Scrapping Browser résout environ 25 à 30 types de CAPTCHA différents. Je ne veux pas vous donner un faux chiffre, mais en général, même si c'est un CAPTCHA obligatoire, il sera résolu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? D'accord, donc les fonctionnalités clés. Parle-nous un peu des fonctionnalités clés, Ariel. Donc, Scrapping Browser, à cause de... Ça fonctionne sur un navigateur basé sur le cloud. Vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Ça fonctionne à la demande, vous pouvez l'adapter à la demande comme nous l'avons déjà mentionné. Il a le déverrouillage automatique des sites web intégrés, peu importe ce que cela nécessite, la sélection des paires BDAT, la résolution des CAPTCHA, la configuration des entêtes de requêtes et la navigation préalable. Tout est fait par un navigateur Scriptium en coulisses de notre côté sans que vous ayez à vous en soucier. Nous avons également évoqué sa compatibilité avec de nombreuses bibliothèques d'automatisation comme Puppeteer, Playwright, Selenium. L'intégration est simple, c'est du plug and play. Il suffit de le changer de Puppeteer Launch à Puppeteer Connect et c'est bon. Incroyable. Parlons un peu de l'autoscaling, d'accord? Je crois que c'est une chose très puissante, le navigateur de scrapping, parce que tout le monde sait que l'échelle est compliquée, l'échelle est gourmande en ressources. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà essayé, je ne sais pas, de faire fonctionner 1000 navigateurs. Vous avez besoin de beaucoup de serveurs pour ça, non? Sur mon ordinateur portable, je ne sais pas, je peux faire fonctionner peut-être 5 ou 10 navigateurs. Sur mon PC à la maison, j'en ai fait fonctionner peut-être 30 ou 40. Alors imaginez si vous devez faire fonctionner 1000 navigateurs parce que vous devez scanner des milliers de destinations, disons avec des centaines de jours d'avance, non? Peut-être que vous avez besoin de 5000 ou 10 000. Alors Ariel, parle-nous un peu de l'infrastructure de mise à l'échelle. Ouais, donc quand vous utilisez le navigateur hébergé dans le cloud, la scalabilité peut se faire à la demande. Vous pouvez simplement lancer autant d'instances de navigateurs que votre flux de travail le nécessite. C'est à la demande. Nous gérons tout l'équilibrage de charges de notre côté, donc il n'y a pas besoin de maintenance de votre côté. Vous n'avez qu'à spécifier le nombre de sessions dont vous avez besoin et c'est bon. Donc, dans la diapositive suivante, nous allons en fait présenter une démonstration rapide montrant fonctionnalité de scalabilité du navigateur de scrapping. Laissez-moi juste y aller. Donc ouais, dans cet exemple, on va se concentrer sur booking.com. Le script est assez similaire à celui que nous avons montré sur Skyscanner, mais nous voulions montrer deux domaines différents parce que nous voulons démontrer que le navigateur de scrapping fonctionne avec. Pratiquement tous les domaines, on va définir une destination ici, on va choisir la date et on va chercher les résultats. Il y a aussi un petit code de parsing pour extraire quelques points de données que nous avons pensé qu'il serait sympa de montrer. Les résultats analysés seront enregistrés dans le répertoire Booking Results. Ce script est configuré pour s'exécuter 50 fois. Comme mentionné, nous voulions garder cette démo courte et précise, juste montrer les capacités, mais vous pouvez facilement ajouter un 0 ici ou quelques zéros, selon ce que votre cas d'utilisation nécessite. Je vais aussi montrer ça ici, pour l'un des CDN. À cause du terminal qui continue d'écrire, il vaut mieux juste le copier et le coller dans un navigateur Chrome. Donc, ce serait l'une des 50 instances qui sont en cours d'exécution. En ce moment, dans une session parallèle, donc ça va se charger, une minute à l'autre. Au fait, les gars, pendant que le script se charge, ce script est disponible pour que vous puissiez l'utiliser sur notre terrain de jeu du navigateur de scrapping. Nous venons d'ajouter la fonctionnalité de parallélisation à ce script, mais ça devrait fonctionner de manière similaire de votre côté. Donc, on commence. Recevoir des fichiers JSON qui sont en train d'être générés. Ariel, combien de navigateurs as-tu ouvert? Donc, ce sont 50. D'accord, donc ça fonctionne comme je l'ai mentionné sur nos ordinateurs portables de travail. On peut faire fonctionner peut-être 5, peut-être 10.
selon bien sûr la complexité et le site web, mais en général, on n'est même pas capable de faire fonctionner les 50 en fait en ce moment. Comme Ariel peut probablement faire fonctionner même un millier, mais son disque dur, son CPU et sa RAM ne pourront pas vraiment gérer toutes les données qui arrivent, et gérer tout ça, ça devient un autre goulot d'étranglement. Mais comme vous pouvez déjà le voir, tant de choses ont été faites, ça aurait été impossible sans le navigateur de scrapping pour le faire localement. Et les gars, ça fonctionne tout simplement. Je le recommande vraiment. Je vous recommande vraiment d'essayer. Si vous êtes intéressé par la collecte de données de voyage, cet outil est incroyable. Ça enlève juste tous les problèmes de stockage. Et d'accord? Exactement. Comme Rafa l'a mentionné ici, nous avons juste passé quelques points de données. Comme vous pouvez le voir, le dossier se remplit lentement, mais sûrement avec tous les résultats. Je pense qu'on a peut-être raté l'exécution réelle sur celui-ci parce que c'est déjà fermé, mais comme vous pouvez le voir, les données ont été analysées pour la grande majorité des exécutions déjà et ça continue de fonctionner. Donc, on veut que ce soit court et précis. Donc, ce sont les fonctionnalités de scalabilité, de l'utilisation du navigateur de scrapping et du navigateur cloud, l'hébergement de navigateurs sur l'infrastructure cloud. C'est ça, incroyable, incroyable. Alors, d'accord, on a parlé de scalabilité. Maintenant, parlons un peu de la résolution des CAPTCHAs. Maintenant, on n'a pas beaucoup de temps. On voulait vraiment ouvrir une session de questions-réponses pour que vous puissiez poser des questions en direct parce qu'on veut vraiment entendre vos avis. On veut vraiment entendre vos questions et en aborder certaines. Mais résoudre automatiquement les CAPTCHAs, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous savez, on a comme 5 minutes. Touchons rapidement ce sujet. Alors, comment ça fonctionne? Donc, Scraping Brother. Dès le départ, prend vraiment en charge tous les types de CAPTCHA à résoudre, que ce soit reCAPTCHA, Datadome, en surmontant le PX CAPTCHA ou le Human CAPTCHA. Comme tu l'as mentionné, Rafa, plus tôt, la meilleure façon de résoudre un CAPTCHA, c'est de ne pas en avoir un en premier lieu. Mais, cela dit, Scrapping Brother est tout à fait capable de résoudre des CAPTCHA. Nous avons effectivement une démo préenregistrée concernant la résolution de CAPTCHA, la raison pour laquelle c'est... Ouais, je voulais juste en parler. C'était vraiment difficile en fait, parce que comme on en a parlé avant, non. Le but ici, c'est de ne pas avoir le CAPTCHA. Donc, scrapping browser, le départ, essaie de s'assurer qu'on n'obtienne pas le CAPTCHA. Donc, c'est très compliqué. Maintenant, nous avons passé beaucoup de temps à essayer d'obtenir un CAPTCHA. Donc, nous avons enregistré une petite vidéo pour vous parce que c'est vraiment difficile de le faire en direct pour obtenir le CAPTCHA. Donc, je vais le jouer. Donc, les gens peuvent voir comment ça fonctionne. Et juste pour expliquer un peu ce que fait le code pendant qu'il s'exécute. Ouais, donc en gros, c'est juste un code qui va sur un exemple de Google reCAPTCHA. On ouvre le lien CDN et on résout juste le CAPTCHA. C'est une page de démo. Il n'y a vraiment rien de compliqué. On voulait juste montrer la capacité à résoudre un CAPTCHA ici. Dans quelques secondes, ça va se résoudre. On va recevoir le message de l'interface. Youpi, se résout. On va y arriver juste une seconde, Rafa. On va recevoir un autre message du solveur de CAPTCHA lui-même dans quelques secondes qui dit que la résolution est terminée. Et ça, c'est une indication que le CAPTCHA a été résolu. Désolé, Rafa. Dans le code lui-même, si tu peux revenir un peu en arrière, je voulais juste montrer qu'il n'y a rien là, n'est-ce pas? On ne résout vraiment rien, n'est-ce pas? Donc, on y va. On attend que le CAPTCHA se résolve, non? La commande ici, c'est qu'on envoie le CAPTCHA, on attend que ça se résolve, non? Donc, c'est la seule chose que nous faisons, c'est littéralement envoyer une seule commande. Nous terminons. Ça résout le CAPTCHA. Donc, tu n'as même pas besoin de coder quoi que ce soit ou de créer des boucles de code compliquées. Rien de tout ça. C'est très simple, prêt à l'emploi. Et ça résout en fait le CAPTCHA lui-même. Donc, si jamais vous naviguez vers une URL qui a déjà un CAPTCHA, vous naviguez et la première chose que vous voyez, c'est le CAPTCHA. Vous n'avez même pas besoin de faire tout ça. Ça va automatiquement vérifier s'il détecte un CAPTCHA et ça va le résoudre automatiquement. Par exemple, Cloudflare, il va cliquer ici sur ça va le passer. Ok, super, super. Donc, je pense que, ouais, ouvrons la session de questions-réponses. Je veux vraiment entendre vos avis, je veux vraiment entendre vos questions. Et je vois qu'il y a déjà une question, comment CAPTCHA est-il résolu et à quel point ça fonctionne de manière fiable? Eh bien, j'espère qu'on a bien expliqué comment ça se résout, à quel point ça fonctionne de manière fiable.
Eh bien, écoute, je ne sais pas. Quelle est la statistique? Est-ce qu'on a des statistiques? Je ne peux pas dire que c'est à 100%, n'est-ce pas? Rien dans la vie n'est à 100%, mais c'est très élevé. Et en général, d'après mon expérience, et je l'ai beaucoup utilisé, je n'ai jamais eu de problème où ça n'a pas été résolu. Mais laissez-moi vous dire que si jamais vous tombez sur un CAPTCHA qui n'est pas résolu, ou s'il y a un problème, il y a un super bouton, ouvrez un ticket. Nous avons un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons une équipe qui gère littéralement ce produit et son ensemble. La routine quotidienne consiste à s'assurer que ça résout bien les CAPTCHA. Donc, vous ouvrez un ticket, notre équipe s'en occupe, elle examine le problème, elle voit quelle pourrait être la raison. Et dans la plupart des cas, ça se résout vraiment rapidement. Donc, c'est très fiable, très fiable. Et y a-t-il d'autres questions? Au fait, juste pour revenir rapidement sur votre dernier point, comme on l'a mentionné, c'est très fiable chaque fois qu'on doit résoudre un CAPTCHA, mais c'est encore plus fiable pour éviter le CAPTCHA. Donc l'infrastructure globale est mise en place de manière à ce que vous n'ayez pas à résoudre de CAPTCHA à la fin de la journée. Si jamais vous devez le faire, alors super. Donc, infrastructure globale est mise en place de manière à ce que vous n'ayez pas à résoudre de CAPTCHA à la fin de la journée. Si vous devez le faire, alors super. Ça va le faire, pas de problème. Mais dans l'ensemble, on en a parlé dans les premières diapositives, le but est d'éviter le CAPTCHA. D'accord. Il y a une autre question concernant le CAPTCHA. Est-ce que les données sont toujours considérées comme disponibles publiquement si le site utilise des mécanismes anti-bot comme des CAPTCHA? Est-ce qu'on ne viole pas des règles qui pourraient te poser problème d'un point de vue légal? Eh bien, les gars, écoutez, un CAPTCHA n'est pas vraiment grand-chose. Quand vous acceptez les termes et conditions, d'accord? Quand vous créez un compte, quand vous cliquez sur j'accepte à quelque chose qui a une valeur légale. Quand vous contournez, quand vous résolvez le CAPTCHA, ça n'a vraiment aucune valeur légale. Donc, la position de Bright Data, c'est que résoudre des CAPTCHA, c'est acceptable. Se connecter, cliquer sur accepter les termes et conditions. Surtout si ça dit dans les termes et conditions, ne pas scraper, ne pas utiliser de robots, ce n'est pas acceptable. Allez-y, résolvez les CAPTCHA, n'hésitez pas. Quel genre de mécanisme de gestion des erreurs est en place en cas d'échec de scrapping? Eh bien, je vais vous dire, les gars, en général, un navigateur de scrapping prêt à l'emploi n'a pas vraiment de mécanisme de gestion des erreurs, parce que s'il y a une erreur, il suffit de réessayer. C'est la meilleure façon. Procéder, réessayer, fermer la session, lancer une autre session. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais si on parle de faire tourner des milliers des navigateurs en parallèle, si l'un d'eux a une erreur, il suffit de le réessayer. Je pense que ça, vous savez, ça fonctionne généralement tout seul. Comme dans mon cas, vous savez, peut-être qu'en gros sur 1000, vous aurez une ou deux erreurs en le réessayant et c'est tout. C'est très simple. Euh, D'autres questions? Je ne vois pas vraiment d'autres questions. Je suppose que vous savez, je comprends que ce produit est tellement bon qu'il n'y a pas beaucoup de questions ici. En tant que personne qui l'utilise très souvent, je trouve que, à mon avis, c'est comme quand vous créez des scrapers, parfois contourner ces bots et faire en sorte que les sites web fonctionnent était très excitant. J'ai beaucoup aimé, c'était, vous savez, comme résoudre un problème de maths. Donc, un navigateur de scrapping rend ça un peu ennuyeux, mais bon, si votre activité principale est de traiter les données et non de les collecter, c'est parfait pour vous. Collectez les données, traitez-les, vous savez, scalez ça. D'accord. Nous avons une autre question. Est-ce qu'on voit des taux de réussite différents en scrapant les mêmes sites, disons Airbnb dans différents pays? Ariel, tu sais quelque chose sur Airbnb dans différents pays? Eh bien, pas spécifiquement sur Airbnb en tant que tel, mais on peut prendre Skyscanner comme exemple. Donc, on sait que Skyscanner KR, qui signifie Corée, connu pour être un peu plus problématique que skyscanner.com. Donc, même s'il peut y avoir des écarts qui peuvent encore être liés à la réputation des pairs dans certains pays ou autres, le résultat global reste le même. Ça se résout en quelques heures au mieux et peut-être en 1 ou 2 jours au pire. Donc, même s'il peut y avoir des différences sporadiques. Entre les différentes géolocalisations d'un domaine, ça se résout à la fin de la journée. Ça se dirige vers la même requête réussie à la fin. Et juste pour ajouter, on gère ça au quotidien. Donc, prêt à l'emploi, ça fonctionne déjà sur la plupart des domaines, non? Mais oui, bien sûr, il y a des écarts entre les taux de réussite dans différents pays.
Différents pays mettent en œuvre différents types de bots parce que pensez-y comme ça, d'accord? Skyscanner US et Skyscanner Corée ne sont probablement même pas la même entreprise en termes de euh, enregistrement. L'un est enregistré aux États-Unis, l'autre en Corée. Ils ont des développeurs différents. Ils ont tout différent. La seule chose qu'ils essaient de garder, c'est la même interface utilisateur, d'accord? Donc, ça a l'air d'être la même chose, mais en général, c'est totalement différent. Tout, vous voyez? Donc, bien sûr, les différents pays ont des taux de réussite différents et eux, oui. Donc, d'autres questions, quelque chose avec lequel vous avez des soucis, peut-être. Que ce que j'aimerais entendre, ce sont des problèmes? Non. Tout le monde est venu à ce webinaire parce qu'ils ont des problèmes avec certains sites web. Peut-être que vous voulez savoir comment le navigateur de scrapping fonctionne pour un site web spécifique. Peut-être que vous avez un problème qu'on peut résoudre maintenant. Je veux dire, il nous reste encore quelques minutes. Profitez-en. On est là pour vous aider de toutes les manières possibles, mais écoutez, même si on ne vous aide pas maintenant, n'hésitez pas à ouvrir un compte. Vous aurez un gestionnaire de compte, quelqu'un qui va vous accompagner tout au long de ce processus, et vous pouvez toujours nous contacter, moi, Réal ou quelqu'un d'autre. Donc, on a beaucoup de personnes techniques ici qui peuvent vous aider à répondre à ces questions. Mais en général, une fois que vous avez des navigateurs de scrapping, une fois que vous les utilisez, vous comprendrez qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire. Ça fonctionne tout simplement, vous savez, c'est l'un de ces trucs que vous branchez et ça marche, et vous allez collecter des données. La fonctionnalité de filtrage des publicités, non, parce que, en gros, le navigateur de scrapping ne filtre pas les publicités. Non, parce qu'on veut voir la réalité. D'accord? Donc, que se passe-t-il si vous êtes dans la vérification des publicités? Que se passe-t-il si vous voulez voir, si vous êtes dans la recherche de marché et que vous voulez voir, d'accord? Si je fais une recherche A sur un site web, quelles seront les publicités que je vais voir? Donc, bien sûr, non, le navigateur de scrapping ne bloque rien. Il vous fournira exactement les choses telles qu'elles sont, comme vous les verriez dans votre navigateur habituel. Rafa, juste pour aborder ce point, si cette question était parce que vous aimeriez économiser la bande passante, alors bien sûr, c'est quelque chose qui peut être fait. Vous pouvez bloquer des URL spécifiques, des URL CDN spécifiques, des fichiers multimédia spécifiques. Donc ça peut définitivement être fait. Mais, comme Rafa l'a mentionné, c'est fait de la même manière que si vous le faisiez sur votre propre machine locale. D'accord? Donc, vous interceptez la requête, disons que vous travaillez avec Puppeteer, vous l'interceptez et ensuite vous la neutralisez. D'accord? Donc, c'est le même concept que vous utilisiez Puppeteer, Selenium ou Playwright. Donc, de la même manière que vous bloqueriez la requête là-bas, vous bloquez les requêtes ici, c'est exactement la même chose. Ouais, d'accord. Il y a beaucoup de types de captchas différents. Est-ce que Bright Data peut tous les contourner? Je déteste dire ça, mais la question est toujours la même. Il y aura toujours quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Il y a toujours de nouvelles choses qui sortent qu'on n'a pas rencontrées. La plupart d'entre elles, oui. Toutes. Je ne veux pas dire toutes, je dirais peut-être 95, peut-être 98%, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Mais comme on l'a mentionné avant, on a une équipe prête à résoudre ça et on le fait rapidement. Continuons. Avez-vous déjà eu affaire à des tokens fantômes en reverse engineering d'API? Ariel, as-tu déjà eu des tokens fantômes en reverse engineering d'API? Non, Non, c'est pas. je n'ai pas. Peut-être que la question est. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'est un token fantôme. On parle des tokens d'authentification de session. On parle de. Eh bien, si c'est le cas et que l'objectif principal à la fin de la journée est d'obtenir une requête API, alors vous pouvez simplement utiliser le navigateur de scrapping parce que c'est un vrai navigateur après tout. Donc les cookies, les tokens, etc., qui sont générés pendant la session sont authentiques et vous pouvez simplement les utiliser pour intercepter n'importe quelle requête réseau et obtenir les données au format JSON. Si c'était la question, alors définitivement, En général, les gars, on ne fait pas vraiment de reverse engineering d'API. Ce qu'on essaye de faire, c'est que tu vas sur la page d'accueil, d'accord? Tu vas sur l'URL. Tout ce qui se passe dans le back-end est exactement le même que si tu l'avais fait manuellement sur ton navigateur. Si tu as l'impression que tu veux intercepter la requête là ou que tu veux obtenir des données du back-end, ce n'est pas un problème. C'est exactement la même chose que dans ton navigateur. D'accord?
La solution de scrapping browser peut-elle contourner efficacement le CAPTCHA sur idealista.com? D'après mon expérience, oui. J'ai un client, idealista.com, fonctionne parfaitement. N'hésite pas, mets-le en place, utilise-le. Tu vas adorer. Gary, merci. D'accord. Je ne vois plus de questions ici. Il nous reste juste quelques minutes. Alors, peut-être qu'on pourrait juste faire un petit récap de ce qu'on a vu. Le scrapping browser est un outil incroyable pour extraire des données de voyage. Pour ceux qui travaillent avec des données de voyage, savent à quel point ça peut être compliqué parce que, eh bien, encore une fois, je pense que c'est l'industrie qui dépense le plus d'argent dans les systèmes anti-bots. Je me souviens qu'il y a quelques années, c'était tellement compliqué, c'était fou. Tu fais fonctionner un scraper, tu fais tourner une instance, ça fonctionne parfaitement. Tu fais tourner 5 instances, ça fonctionne parfaitement. Tu fais tourner 100 instances, rien ne fonctionne. La reconnaissance de motifs est sortie à Kamae, Tadome. Pour ceux qui savent, comprennent, les gars, cette solution fonctionne sur tous les systèmes anti-bots et ça fonctionne incroyablement bien. Je recommande à tout le monde de s'inscrire, créer un compte. Pour ceux qui n'en ont pas, demandez un essai. Nous offrons toujours des essais. Nous sommes toujours prêts à vous laisser tester notre produit. Nous avons vraiment confiance en ce que nous faisons, donc n'hésitez pas à nous contacter. Ariel, tu as quelque chose à ajouter? Eh bien, non. Je pense que tu as tout couvert parfaitement. D'accord, les gars. Merci beaucoup d'être venus. Et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'espère que si vous avez des problèmes et que vous êtes intéressés, vous allez essayer. Merci à tous d'être passés et on se voit la prochaine fois.